19 septembre 2025. Il fait soir. Nous sommes en ce jour venus à la rencontre du docteur Mansa Kamara Ousmane, à l'orée de l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour un entretien. Bonjour Président. Bonjour Docteur Eno. Comment allez-vous? Très très bien. Président, le 8 septembre dernier, le Conseil constitutionnel donnait la liste provisoire des 60 personnes ayant déposé leur candidature. On n'a pas entendu votre nom. Pourquoi? C'est bien clair que mon nom n'allait pas figurer parmi les 60 personnes dont les dossiers ont été étayés par le Conseil constitutionnel. Pour la simple raison que nous avons décidé de façon responsable de ne pas déposer notre dossier de candidature auprès de la commission électorale indépendante. Donc c'était normal que notre nom n'apparaisse pas et qu'on ne traite pas de notre cas. Aussi simple que ça. Mais pourquoi? Revenez un peu là-dessus sur vos raisons. Non, la raison est très simple. Quand vous n'avez pas confiance dans un processus et quand vous n'avez pas confiance dans l'institution qui assure la transparence et qui doit rendre la confiance à tout le monde, en ce moment, vous faites quoi? Si vous ne croyez pas dans la justesse d'une institution, vous ne lui soumettez pas votre sort. Parce que dès l'instant où vous vous inscrivez dans un processus, vous soumettez votre jugement à une institution, vous devez vous plier à la décision de cette institution sans crier, sans pleurer. Et nous savions déjà, vu les conditions dans lesquelles les élections les élections présidentielles sont en train d'être organisées, et les conditions comme le parrainage citoyen qui ont été mal ficelées. Pour vous, pourquoi mal ficelé? Mal ficelé tout simplement parce que ça ne répond à aucune réalité. Ça ne répond pas à ce qu'on a l'habitude de voir comme système de parrainage ailleurs dans le monde. J'ai donné déjà de longs exemples au Ghana où tout simplement on requiert 522 signatures des candidats. Et aux dernières élections présidentielles au Ghana, ils avaient 13 candidats. Ils ont quand même un peu plus de 33 millions d'habitants au Ghana. Et ce ne sont pas les personnes qui ont de l'ambition qui manquent. Mais pour pouvoir cocher toutes les cases, pour être valablement candidat, pour passer même le niveau même de la commission électorale ghanéenne, il faut déjà cocher toutes les cases. Et comme je l'avais dit, au Ghana, ils n'ont même pas besoin de mettre une caution à 50 millions. Il y a des frais d'enregistrement de votre dossier de candidature qui ne dépassent pas les 4 millions de francs CFA. Mais ce ne sont pas les milliardaires ghanéens qui manquent. Et ce ne sont pas les hommes politiques du Ghana qui manquent de 4 millions de francs CFA. Donc vous voyez, 522 parrainages, signatures, et 4 millions pour les frais d'enregistrement de la candidature, mais ils n'ont que 13 candidats au finish. Ça veut dire quoi, tout simplement? On n'a pas besoin d'aller mettre une caution à 50 millions et des parrainages qui requièrent près de 40 000 signatures à 45 000 signatures par personne pour que le système soit un système sérieux. Je vais vous donner un exemple simple. Si nous, d'abord, j'aime pas trop cette histoire de 60 candidatures. Il n'y avait pas 60 candidatures en réalité. Parce que pour moi, considérer une candidature comme sérieuse, c'est une candidature où le candidat coche toutes les cases. Et quand vous regardez sur les 60 personnes, ceux qui cochaient toutes les cases, c'était pas plus de 17 personnes. Entre 16 et 17 personnes sur les 60. Maintenant, nous nous posons bien la question, surtout ceux qui n'ont pas payé les cautions. Vous n'avez pas 50 millions pour vous présenter. Pourquoi vous venez perdre le temps? Vous savez déjà que votre candidature ne passera pas. Vous n'avez pas fait le parrainage. Pourquoi vous venez déposer votre dossier? Vous n'avez même pas pris la peine de simples documents administratifs qui ne requièrent rien de spécial, en dehors de vous lever, aller au tribunal, les faire, et aller aux impôts, les faire. L'attestation de régularité fiscale,
l'extrait de naissance, le casier judiciaire, l'extrait de casier judiciaire numéro 3 et le certificat de nationalité. Et puis, il y a même une candidate qui n'a pas inclus dans son dossier de candidature la simple déclaration de candidature de la CEI qu'il faut juste aller faire légaliser à la mairie. Alors, parlons du sérieux des différentes candidatures. Pour nous, ce ne sont pas les conditions qu'on émet qui déterminent le sérieux des candidats, mais plutôt l'aptitude de quelqu'un qui aspire à diriger un pays à faire l'effort de remplir les différentes cases, au moins les cases qui relèvent de la constitution du dossier administratif. Donc, à partir de ce moment, nous considérons qu'il y avait seulement entre 16 et 17 candidatures sérieuses, ceux qui ont rempli toutes les cases. Maintenant, quand on part de là pour le parrainage, disons que ces 60 candidatures étaient des candidatures sérieuses. Si chaque candidat devait aller chercher 40 000 signatures, on se retrouve devant 2 400 000 signataires où on ne doit pas avoir des doublons pour que toutes les 60 candidatures soient validées. Mais notre corps électoral lui-même fait 8 700 et quelques mille électeurs. Donc ça représente plus de 25% du corps électoral pour faire valider la candidature de tous ceux qui veulent être candidats à une élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, on devrait avoir 60 candidats qui couraient, qui partaient chercher même l'aval des électeurs. Donc 2 400 000 personnes sur 8 700 000. Soyons sérieux, nous sommes déjà dans les élections. Parce que après 2010, il n'y a aucune élection présidentielle qui a rassemblé plus de 3 500 000 électeurs en Côte d'Ivoire. Donc, on parle de gens qui se lèvent pour vont voter 2 400 000 comparé à 3 500 000. Ce sont déjà les élections. C'est pour ça que ce système de parrainage-là n'a aucun sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et nous l'avons dit, et c'est dommage que les autres candidats sérieux que nous avons bien vus aller déposer leur dossier de candidature avec le parrainage et tout ça, n'ont pas écouté. Ou bien, ils n'ont pas entendu. Quand on parlait, on mettait en cause le protocole selon lequel le Conseil constitutionnel validerait les parrainages. Quand vous n'avez aucune idée d'un système, du protocole qui est mis en place, vous ne vous y engagez pas, vous exigez qu'on vous explique comment ça va se faire. Et à partir de ce moment, vous êtes préparé. Mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas repris l'appel à obtenir une idée claire, une explication claire du Conseil constitutionnel pour qu'on leur explique comment leurs différentes signatures seraient validées ou non. À partir de ce moment, quand tu te jettes à la mer sans bouée de sauvetage sur un petit navire, quand le vent change, eh bien, tu subis les conséquences. Alors aujourd'hui, ils sont tous là à pleurer pour quelque chose qu'on aurait pu prévenir. Donc pour nous, quand on a vu que tout ça n'était pas en ordre, et puis l'autre élément, c'est dernièrement que le calendrier électoral a été publié. Dans tous les pays du monde où il y a des élections présidentielles, le calendrier électoral il est connu en tout cas 1 an avant, sinon au moins 8 mois avant. Ça c'est sérieux parce que l'élection présidentielle ne se passe pas le jour des élections. On commence à les préparer déjà depuis 2 ans à l'avance. Mais quand on a les dates des différentes étapes et que les différentes étapes sont bien claires devant tout le monde, on sait à quoi on s'attend. Même pour la fameuse formation, pour l'usage des tablettes et toutes ces histoires, ce sont des mesures qui ont été introduites à la dernière minute. Ils font des formations de 1 journée à partir du mois de juillet. Et quand ils disent, j'ai cru entendre à la télévision dire que la CEI a fait des formations pendant 60 jours, c'est faux. C'est archi faux. Tous nos coordonnateurs locaux sont allés faire les formations auprès des CEI locales. Mais certaines personnes ont dû voyager d'une ville jusqu'à une autre ville
Et la formation n'a duré que quelques heures sur une seule journée. Et après, tout ce qui s'est passé, c'est chaque fois que vous aviez maintenant des difficultés avec les appareils, que vous appeliez quelqu'un au niveau de la CEI local maintenant qui vous disait non, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Et très souvent, ça ne marchait pas. Et ils insistaient pour qu'on continue. On a passé des journées entières avec des appareils où on n'a pas pu inscrire plus de 20 personnes. Alors, quand vous vous déplacez de la ville pour aller dans un village, vous faites près de 2 heures de route à cause du mauvais état de la route. Et vous devez retourner avant que la nuit ne tombe. Que vous passez plus de 5 heures de temps. Et en 5 heures de temps, vous n'arrivez pas à enregistrer 20 personnes. Vous comprenez que c'est très difficile de continuer le processus. Et on a trouvé maintenant des journalistes qui sont des spécialistes du parrainage, qui n'ont rien suivi des activités du parrainage sur le terrain auprès des candidats et qui viennent dire tout simplement que les candidats ont choisi de mettre les appareils de côté pour se concentrer sur le parrainage manuel. C'est ce que la CEI a voulu. Avez-vous atteint le quota par rapport à vos parrainages, vous? Nous avons atteint notre quota par rapport à nos parrainages. 53 480. Et ça, c'est sans compter les derniers, ceux qui ont envoyé leur cahier à la dernière minute. On n'a même pas comptabilisé le reste. Nous sommes restés sur ce chiffre-là. Et jusqu'à la dernière minute, nous voulions vraiment aller déposer. Mais quand nous avons vu tout le balai qui avait lieu, nous avons pris le temps d'observer tout l'environnement. Nous nous sommes dit tout simplement, OK. Juste avant qu'on en arrive au dépôt des candidatures, la CEI qui vient annoncer la tenue des élections législatives pour le 27 décembre. Nous sommes aussi intéressés par les élections législatives. Parce que quand on voit une élection présidentielle, c'est une personne qui gagne. Donc, nous partons pour gagner. Mais au cas où nous ne gagnons pas, nous voulons bien être à l'Assemblée nationale pour continuer notre travail. Mais si la participation en même temps vous restreint la participation à l'élection législative, il y a un problème. Et c'est pour ça que nous mettons en cause cette manière de faire. Ce n'est pas pendant que nous sommes dans les préparatifs des élections présidentielles qu'on va venir nous annoncer une éventuelle date de tenue des élections législatives juste quelques semaines après. Voici la difficulté de tout ce processus. Donc, quand vous avez tout ce flou-là, et le président de la CEI qui dit une chose, son vice-président vient dire une chose, tantôt, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale n'ont pas droit au parrainage, et c'est dit sur la télévision nationale. Si tu n'es pas électeur, tu n'as rien à faire là-bas, ils n'ont rien à te donner. Et puis après, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale envoient leurs représentants qui prennent des kits. On dit une chose et son contraire, et au fur et à mesure qu'on avance, ils adaptent, ils arrangent le langage, et des journalistes viennent prendre le relais. On ne trouve pas tout ça sérieux. Donc pour nous, on a estimé que la CEI n'a pas pu nous rassurer par rapport à la sérieux. Nous avons nos réserves par rapport au Conseil constitutionnel en rapport avec des requêtes que nous avons introduites auprès du Conseil. Nous avons vu le traitement qui en a été fait. Et comme j'ai dit aux journalistes la dernière fois, dans la mesure où ils ont voté une loi qui nous interdit dorénavant de commenter les décisions de justice, on a laissé le soin aux uns et aux autres d'apprécier ce travail-là. Mais nous, rien de tout ça ne nous rassurait. Donc nous avons décidé de façon responsable de nous retirer de ce processus pour les élections présidentielles. Donc, quelle est votre position actuellement concernant la tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2025? Voilà. Pour nous, nous sommes citoyens et nous sommes pour le respect du droit. Une chose, c'est notre liberté, nous, de participer ou pas à un processus. Dans la mesure où nous avons décidé de façon responsable de nous retirer, nous concédons à ceux qui sont entrés dans le processus de vivre la suite de leur démarche. Alors, ceux qui ont vu leur candidature invalidée, et comme je l'ai dit déjà et je le répète, quand vous soumettez votre sort à des institutions, vous devez en tirer toutes les conséquences. Vous subissez, vous devez accepter leurs décisions.
Nous avons décidé de ne pas y aller, de ne même pas soumettre. Donc, nous n'avons rien à dire. Mais ceux qui ont vu leur candidature rejetée, je trouve que c'est dommage pour certains candidats de poids et des figures connues de la politique ivoirienne. Mais pour nous, la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là. Ceux qui ont eu leur candidature validée sont aussi des Ivoiriens, méritent la confiance de certains Ivoiriens, ont leur petit monde derrière eux et il leur revient maintenant, chacun, de rassurer les partis qui ne participent pas, les candidats qui n'y vont pas, pour que les uns et les autres puissent leur apporter leur concours ou bien leur soutien ouvert ou bien indirect. Mais pour nous, nous sommes pour que le processus soit fait. Voilà, le processus suive son cours jusqu'au bout pour que nous voyions au soir du 25 octobre un nouveau président de la République. Et nous pouvons avoir un nouveau président de la République. Et que dites-vous du discours de l'opposition? Quel discours? Quant aux velléités des marches? Non, les marches sont constitutionnelles. Mais nous marchons pour obtenir quoi? Il y a une marche à Yopougon. Nous avions des revendications bien claires. Et nous avons participé à cette marche-là, nous et nos partisans. Ce n'est pas une marche qui a été animée que par le PPACI et le PDCI. Bon, malheureusement, c'est ce qu'on retient. Et nous y étions avec un peu plus de 2000 personnes. Mais dans nos habits, nos vêtements civils, puisque nous n'étions pas invités là-bas en tant que mouvement politique, donc nous n'avons pas porté les couleurs de notre mouvement politique. Mais c'était une marche qui a rassemblé tous les Ivoiriens qui se sentaient brimés. Parce que c'est une histoire de trop, c'est trop. Et nous en avons marre de ce système qui nous écrase tous les jours. Voilà, qui ne nous donne aucune porte de sortie et qui est en train de tuer l'espoir dans l'esprit des Ivoiriens. Mais quand on sort de cette marche-là, qu'on n'a pas eu gain de cause, que tout le monde poursuit leur ambition d'être sur la liste électorale et qu'il y a une sanction du Conseil constitutionnel, 5 sont retenus et 11 ou 12 candidats autres qui remplissaient toutes les cases sont mis de côté. À partir de ce moment, nous pensons que c'est leur droit de concourir. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils veulent marcher pour quoi? Pour empêcher les élections ou bien pour être introduits sur la liste et concourir quand même? Parce qu'il y a une confusion qui est là. On entend ça et là, on va marcher, on va marcher, on va marcher. Et la tension monte tous les jours. On entend même des gens depuis l'extérieur du pays dire on va brûler le pays. Hein? Voilà, si ça doit se passer qu'on va brûler le pays. Mais on va brûler le pays pourquoi? Parce que jusque-là, le PPACI continue de faire la pression pour qu'on puisse mettre Laurent Gbagbo sur la liste. S'il était sur la liste, il serait en train de concourir. Monsieur Thiam était dernièrement à New York. Sa démarche sert à quoi? Ils ont demandé une procédure spéciale pour que, de façon urgente, on demande son admission à concourir. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont en train de faire ce bruit-là aujourd'hui, qu'on va marcher, c'est une communication qui est biaisée. Tantôt, c'est parce qu'on en a marre de tout ce système, mais tantôt, c'est pour qu'on soit nous-mêmes candidats, forcément. Et si on est candidat, en ce moment, le processus sera bon. Mais si on n'est pas candidat, le processus ne sera pas bon. Revenons sur un cas de l'actualité ivoirienne, le cas Ziggy. Le cas Ziggy. Ouais, c'est vraiment dommage que en cette période 2025, qu'on puisse reculer à ce point. On a entendu le procureur défendre les méthodes, les pratiques. Ok, chaque procureur vient avec son style. On a connu le style Adou Richard. Maintenant, on voit le style Kone Brahma. Est-ce que la méthode employée par ces agents
est la bonne méthode? Est-ce que c'est une bonne pratique? On a entendu le procureur dire que rien n'interdit dans la loi cette pratique. Ok, nous sommes d'accord pour ce que rien n'interdise dans la loi cette pratique. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il y a beaucoup de choses que la loi a sanctionnées plus tard dans la vie parce qu'on a vu que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes. Mais avant qu'on le mette sur papier, en faire une loi qui cadre, mais le bon sens voudrait que on sache les limites de certaines choses. Quand on voit, moi je ne sais pas ce qu'on reproche à Ziggy. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche. Mais cette méthode d'interpellation n'est pas trop différente de la façon d'opérer des grands bandits à Abidjan. Parce qu'on a pu voir que sa porte a été fracassée, ses effets personnels ont été pillés, volés. Par qui? Mais qui en a la responsabilité à la fin? C'est ceux qui sont venus fracasser sa porte, qui ne l'ont pas interpellé comme il se fallait, pour que sa sécurité personnelle de lui et ses biens soit garantie. Parce que le fait qu'on te reproche quelque chose par la loi ne t'enlève pas ton droit de vivre, ne t'enlève pas ton droit à la sécurité. Quand on vient arrêter quelqu'un, on doit le sécuriser pour le conduire devant les autorités compétentes. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Parce que j'ai l'impression que le professeur et le procureur Koné Brahma ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de créer. Et que demain, il ne vienne pas dire que ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il assume cette action-là. Moi, je vous donne un exemple simple. J'aime pas me prendre un exemple, mais cette fois, je pense que je vais le faire. Parce que chaque fois qu'il y a cette action, je sens ça dans mon sang. En 2000, je suis couché chez moi. Il est 1h30 du matin. Des gens fracassent ma porte, ils rentrent. Je cherche à voir qui c'est. Et le temps d'échanger, je reçois un premier coup de machette. Pendant que c'était des gens qui avaient des armes, des pistolets automatiques et tout. J'ai pensé à la police quand j'ai vu leur nombre, mais c'était des bandits. Aujourd'hui, j'ai des traces de machette sur tout le corps. Donc, est-ce qu'on doit attendre de se faire agresser ou de risquer de se faire agresser pour savoir si ceux qui ont fracassé notre porte pour rentrer la nuit, c'est la police ou bien des bandits? Mais croyez-moi, quelqu'un comme moi, après cette histoire-là, il y a 25 ans de cela, mais j'ai ça sur mon corps, j'ai ça dans l'âme. Mais demain, tu fracasses ma porte, je ne pose pas de questions. Quels que soient les moyens que j'aurai à ma disposition, je vais agir d'abord avant de réfléchir. Donc, vous voyez à quoi on nous expose. Nous pensons qu'il est encore temps de procéder de façon un peu plus humaine, un peu plus... La justice n'est pas faite pour traumatiser les populations. La justice est faite pour rassurer d'abord. La justice est faite pour trancher. La justice est faite pour maintenir l'équilibre social, pour me garantir la paix sociale. Vous parlez de justice, vous parlez d'équilibre. Oui. Qu'est-ce que vous dites des violences verbales sur les réseaux sociaux présentement, de part et d'autre? Pour moi, en toute sincérité, je suis pour que la violence verbale soit sanctionnée correctement. Mais ce que je déplore, vous voyez, il y a ce jeune homme-là qu'on a vu dans une plantation de cacao qui a tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef de l'État. Mais nous ne considérons pas que c'est seulement le chef de l'État, c'est un citoyen ivoirien. Mais pendant ce temps, vous avez des activistes de part et d'autre, mais des plus virulents que nous connaissons. Ce sont certains activistes aujourd'hui qui ne s'en cachent même pas, qui sont du RHDP, mais qui ont pour bonjour et bonsoir et au revoir des injures de parties intimes de femmes à l'endroit de d'autres citoyens, à l'endroit de certaines autorités, à l'endroit de personnalités publiques. Je ne veux pas indexer. Il y en a même qui sont supposés être des pasteurs.
Mais quand vous écoutez le langage et qu'on voit que ces personnes-là sont reçues par des autorités politiques qui sont en place, ça fait très mal. Je voyais encore une vidéo hier où la direction du RHDP sortait d'une réunion, je ne sais pas c'est laquelle, et le fameux individu était là à saluer tout le monde, il avait leur sympathie. Mais est-ce qu'ils vont l'écouter sur les réseaux sociaux? Donc pour nous, monsieur le procureur, c'est simple. Vous avez décidé de faire appliquer la loi. Nous sommes pour l'application stricte de la loi, mais que la loi s'applique à tout le monde de façon égale. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, je tiens à attirer l'attention de ceux qui font les lois sur un élément. Vous voyez, ils ont fait des lois dont l'intitulé aggrave dans le conscient de la population des faits graves quand c'est des petits faits. Quand on vient mettre ces différents cas d'injures, de diffamation et autres dans le cadre de la cybercriminalité, je ne suis pas d'accord. La cybercriminalité est trop sérieuse. Les brouteurs, les gens qui font les chantages en ligne, qui font des enlèvements, des demandes de rançon, qui vont dans les comptes des gens, qui piratent, tout un système qui vient bloquer le fonctionnement des entreprises, même de certaines institutions, bien des pirates informatiques. Venir mettre dans le lot de ces criminels-là des gens qui auront manqué, comme je dis toujours, qui auront mal placé une virgule ou un point dans leur langage, pour moi c'est trop. On doit faire la part des choses. On doit... Et puis, c'est la même sanction parce que quand on vous dit de 1 à 10 ans de prison, de 6 mois à 5 ans de prison, on parle de la cybercriminalité de façon générale. On ne peut pas venir juger des gens pour des injures, même pour la diffamation, détruire la vie de quelqu'un. Parce que qu'est-ce qu'on apprend en prison? On n'apprend rien en prison en Côte d'Ivoire. Nos prisons ne sont pas des prisons qui servent à réinsérer les gens. Quelqu'un qui a mal parlé, qui a injurié quelqu'un, qui a diffamé, c'est une correction morale. C'est une sanction morale. À la limite, 1 mois de prison, 2 mois, 3 mois ferme pour que la personne comprenne la gravité et qu'il corrige son langage. Peut-être une peine qui ne fasse pas perdre à cette personne même son emploi. Parce que quand cette personne va en prison, il laisse une femme, des enfants et tout. Quand il ressort, il doit les prendre en charge. Si l'État n'a pas capacité à assurer une sécurité sociale pour les uns et les autres, l'État ne doit pas être en train de détruire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a insulté ma maman que pour moi, je vais accepter qu'on détruise sa vie. Donc, pour moi, c'est simple. On doit travailler sur ces détails-là. Comment voyez-vous l'avenir? Pour nous, l'avenir est simple. Pour le moment, nous sommes dans le cadre des élections présidentielles. Et dans ce cadre-là, il y a 2 situations qui se présentent à nous. Il y a la situation que les amis qui, malencontreusement, ont vu leur candidature rejetée préconisent, c'est-à-dire le 4e mandat n'aura pas lieu, les élections n'auront pas lieu, ainsi de suite. Les gens n'ont qu'à se mobiliser. Se mobiliser pour faire quoi? Pour aboutir à quoi? Avec quels moyens? Moi, je leur pose bien la question. Quand ils demandent aux gens de rester mobilisés pour faire quoi? S'ils ne sont pas capables de déclencher quelque chose qu'ils peuvent assumer en toute responsabilité, en ce moment, je pense qu'il est temps qu'ils arrêtent d'animer cette psychose. Aujourd'hui, toutes les affaires sont arrêtées dans le pays. Aucun contrat ne se signe. On a du mal à... Pour nous autres qui sommes des opérateurs économiques, on a du mal à recouvrer de l'argent parce que si tes clients ne vendent rien, ils ne te payent pas. On a des charges. L'année va finir et les élections présidentielles ne sont pas faites pour nous aider. Alors, qu'ils arrêtent d'animer une psychose s'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Cela dit, le scénario que nous préconisons pour garantir que nous passions à un changement pacifique du pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que c'est possible.
les espoirs ne sont pas perdus. Nous avons un schéma que le RHDP a savamment souhaité et obtenu. C'est qu'on se retrouve avec un président djoula musulman du Nord, seul face à 4 candidats qui ne répondent pas à cette caractéristique. Donc, en comprenant que les élections se font en Côte d'Ivoire sur des bases sociologiques particulières, ils se donnent l'avantage et le privilège ou bien la faveur psychologique de l'électorat du Nord et musulman du pays. Ce qui pourrait frôler au moins le tiers, sinon un peu plus de 40% de l'électorat ivoirien. Même que ce n'est pas garanti. Mais ça le met dans cette position-là parce que les Ivoiriens vivent encore cette blessure-là. Cette division psychologique, les Ivoiriens l'ont encore. Et maintenant, nous avons 4 autres candidats. Que l'opposition s'attelle à essayer de détruire chaque jour. Pour nous, si vraiment c'est le leader de l'opposition, et là j'interpelle le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam, si votre intention c'est à l'endroit des Ivoiriens, pour le bien des Ivoiriens, le bien-être des Ivoiriens, et que ce n'est pas une histoire personnelle, je pense qu'il est temps de mettre leur ego de côté, de s'asseoir, de s'entendre. Parmi ces 4-là, je pense qu'il y a quand même un qui peut retenir leur confiance, qui peut leur donner une garantie de gestion commune du pouvoir. Et que dès maintenant, et tous les autres qui n'y vont pas, qui discutent avec les différents candidats, qui leur apportent leur soutien et qu'on s'organise tout de suite à travailler, à établir ce candidat-là comme le favori de cette élection. Parce que je suis sûr et certain que, au-delà des partisans du PPACI, du PDCI, des sympathisants et partisans de Assalé Tchemoko et de mon frère Vincent Tobi, et nous-mêmes, je pense que la grande majorité des Ivoiriens ont soif de changement. Et si on fait briller la lumière de l'espoir sur un candidat en particulier, nous pensons que la grande majorité des Ivoiriens iront voter pour cette personne-là. Chacun fera son travail de son côté. Et qu'est-ce qui va se passer? Avec notre concours, très rapidement, nous allons pouvoir au moins 2 représentants pour chaque bureau de vote. Plus de 25 000. Donc, ça demande au moins 50 000 représentants. C'est un coût faramineux. Quand vous calculez ce que la journée électorale vous coûte, ce n'est pas moins de 1 milliard, 1,5 milliard. Mais si chacun met du sien, nous, on prendra en charge ce qu'on va mettre sur le terrain. Chacun peut prendre en charge. On contribue tous à la campagne de façon citoyenne, de façon fraternelle. Parce qu'on veut vraiment le changement. Ça va diminuer la charge du candidat qu'on aura choisi. Et croyez-moi, avec une présence effective dans tous les bureaux de vote, je pense que s'il y a des velléités de tricherie, ces velléités de tricherie-là vont mourir de leur belle mort. Tout simplement. Et ça va. Et moi, je suis sûr et certain, et je mets ces partis qui sont là, et je mets le RHDP au défi de voir le score ce jour-là. Le RHDP ne fera pas plus de 1 500 000 voix si nous sommes partout pour contrôler. Et avec ça, cet effort-là, tout est mis de côté, nous aurons un nouveau président de la République au soir du 25 octobre. Pour nous, on n'a pas de faveur pour un candidat en particulier. Donc nous continuons d'observer. Nous n'avons pas encore leur programme, mais nous attendons d'entendre. Mais nous comptons participer pleinement à ce processus-là. Nous allons appeler tous nos partisans à aller voter. Ou bien selon leur conscience, si nous n'avons pas la faveur pour une personne en particulier, ou bien nous allons donner des consignes de vote lorsque nous aurons choisi quelqu'un, mais en accord avec nos amis politiques. Ça mis de côté, ça ce n'est que la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'Assemblée nationale. Mais la grande majorité que le PPACI et le PDCI et tous les autres
sont censés constituer. Mais travaillons dès maintenant à voir dans quelle mesure nous avons un accord sur toutes les circonscriptions du pays et préparons de belles élections législatives. Et on ne veut même pas de majorité absolue. On veut une super majorité à l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment, toutes les lois qui ont été mises en place, qu'on pense qui sont injustes, qu'on trouve injustes, même ces histoires de parrainage, de caution, de questions d'éligibilité, et même des différentes transformations que la Constitution de 2016 a subies pour plaire à ceux qui sont au pouvoir, mais on peut tout renverser en une année législative. Ça, c'est la vraie révolution citoyenne. Celle qui va faire que la Côte d'Ivoire va prendre une direction bien claire, avec 0 mort, 0 sang coulé, et aucun autre enfant d'un seul foyer de Côte d'Ivoire qui se retrouve en prison, ou aucun autre père de famille, aucune mère ne se retrouve en prison. Changeons notre façon de faire les choses. Ils ont tous dit qu'ils veulent faire la politique autrement. Mais avant de pouvoir faire la politique autrement, il faut déjà pouvoir penser autrement. Merci, Président. Avant votre mot de fin, je suis amené à vous demander pourquoi on ne vous voit pas sur le plateau télé. Depuis un certain moment, je parle très fort. On m'entend à Puna, on m'entend à Minia, on m'entend à Boaké, on m'entend à Cocody, on m'entend à Bobo, à Djamé. On m'entend même au Nigeria, en France, aux États-Unis, en Allemagne. D'autres médias sont intéressés à l'extérieur. Bon, peut-être que pour le moment, ma voix n'est pas encore entendue, ou bien ma voix ne porte pas assez fort pour les médias nationaux. Peut-être que le jour où ils vont commencer à nous entendre, peut-être que ce jour-là, ils vont nous ouvrir un espace pour nous exprimer. Mais pour le moment, nous sommes tranquilles. Nous avons notre propre espace. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons les canaux que tout le monde utilise aujourd'hui. Et puis bon, je veux dire, passer à la télévision, c'est une chose, mais on passe et on transmet quoi? Le plus important pour nous, on transmet déjà notre message dans des canaux sans condition, où il n'y a pas de filtre, où nous nous sentons libres. Déjà, c'est bon. On a une belle audience et on va continuer à l'améliorer. Maintenant, le jour où les autres sont prêts à nous recevoir, nous sommes prêts à les rejoindre et à échanger avec eux. Au thème de cet entretien, Président, un mot de fin. Un mot de fin, c'est surtout à l'endroit de deux entités. Première entité, parti de l'opposition, leader de l'opposition, ancien comme nouveau. Nous sommes dans un contexte sociopolitique, géopolitique très complexe. Ce n'est pas une personne qui garantit la sécurité d'un pays. C'est tout un peuple qui garantit sa propre sécurité. Et nous faisons partie de ce peuple. Faisons attention à ne pas inviter une violence et une division en notre sein qui favorisera la rentrée chez nous du poison de ce qui a déjà empoisonné les pays qui sont autour de nous. C'est un poison, quand il rentre, il produit un cancer qui est très difficile à éradiquer. Faisons attention à ne pas créer le déséquilibre qui va permettre à un autre mal plus profond que ce que nous combattons aujourd'hui. À la population, personne ne viendra faire la paix pour nous ici. Nous entendons parler de ONU, de Union africaine et autres. La paix, c'est nous-mêmes d'abord. Et la paix, c'est notre choix, comment nous marchons. Que nous soyons Ivoiriens du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre. Nous sommes fiers, nous sommes contents dans ce pays parce que nous sommes en paix. Être en paix, c'est un acte, c'est quelque chose qui provient de notre comportement de tous les jours. Nous avons une responsabilité sociale. Nous avons une responsabilité devant notre histoire. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations à venir, de nos enfants, de nos petits-enfants. Et
nous avons encore un minimum de liberté d'expression. Parce que nous sommes encore dans un espace démocratique. Et c'est ce qui nous permet de nous exprimer encore, de critiquer M. Ouattara et son gouvernement, et de critiquer qui on veut. Et de même qu'on s'asseye là pour parler des élections librement. Nous sommes encore en démocratie. Ce n'est pas encore le niveau que nous voulons, mais nous sommes encore en démocratie. Tâchons de préserver cette démocratie. Et nous la préserverons par notre participation massive aux prochaines élections présidentielles. Que les uns et les autres fassent fi de leur ego et fassent beaucoup plus d'actes d'intelligence et d'amour pour leurs concitoyens et leurs voisins. Donc, travaillons à construire le pays dont nous rêvons. Et je pense que si chacun fait son effort, au soir du 25 octobre et pour les 15, 20, 30, 50 années à venir, nous n'aurons plus de crise liée à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, à une quelconque élection. Je vous remercie. Merci, Dr. Eno.